The French invaders. Howdy Renaud. Hello Pascal. Alors, aux États-Unis, on va essayer de faire un petit point sur la campagne. On a pu voir Barack Obama asséner un argument massu. Lui avait changé les couches, pas Donald Trump. Kamala Harris est allée passer une visite médicale. Curieusement, on a toutes les données, sauf son taux d'alcoolémie. Dites-moi, c'est pas un peu la panique chez les démocrates, là? Ah oui, c'est complètement la panique. Mais alors bon, j'avais pas prévu en fait de régler son compte à Obama si tôt dans l'entretien. Donc, je dirais juste que les propos d'Obama sur les couches le changement de couche et la fameuse couche de Donald Trump et vient quelque part comme 16 ans plus tard, parce que il a beau jeu Obama de dire ça maintenant, de changer des couches, se présenter comme le symbole de quelqu'un qui appartient à la classe moyenne. Maintenant, c'est plus le même Obama que celui qui est rentré à la Maison Blanche en 2008. Je rappellerai quand même que lorsque Obama, que Taibbi d'ailleurs nomme le Fat Elvis du néolibéralisme, est rentré à la Maison Blanche en 2008, Obama avait une fortune à peu près évaluée à peu près 3 millions de dollars. Or aujourd'hui, maintenant, notamment avec les participations dans Netflix, il sera évalué, la fortune des Obama est évaluée à peu près entre 70 et 100 millions de dollars. Donc, il est clair que Obama se moquant de Trump, le milliardaire qui n'a jamais changé une couche de sa vie, oui, encore une fois, en 2008, ça aurait pu passer. Maintenant, c'est complètement décalé, c'est complètement excessif et outrancier de la part d'Obama. Et puis, je pense qu'il attire l'attention sur des choses qu'il ne devrait pas mentionner. Encore une fois, on retrouve en fait le fait que Obama n'est plus que l'ombre de lui-même, et j'en reparlerai parce qu'il a encore défrayé la chronique avec ses vitupérations contre ses frères noirs, qui encore une fois est quelque chose qui changeait par rapport à ses stratégies habituelles de ne jamais s'engager sur ce terrain. Mais pour reprendre le fond, il est clair qu'il existe un vent de panique du côté de la campagne démocrate. Juste pour donner quelques indications chiffrées des raisons de ce vent de panique, hein. Si on reprend par exemple le betting odds, donc en fait les chances de remporter l'élection des différents candidats de la campagne de Real Clear Politics, qui est une sorte d'agrégateur en fait de différents sites de bookmakers et de paris sur les élections. Trump, il y a encore 10 jours, on était à peu près à kiff, c'était entre 48-49 pour l'un et l'autre. Maintenant, Trump se distance avec 56,5% aujourd'hui contre 42,5% à Kamala Harris dans le RCP Betting Odds. Si on regarde dans le détail, on voit que Trump est à +1 dans le Michigan, +0,3 en Pennsylvanie. Harris est simplement à 0,3 dans le Wisconsin. En Arizona, Trump est à 1,1 point d'avance. En Caroline du Nord, il est à 1,4 point d'avance, et en Géorgie, il est à 0,7 point d'avance. J'ajouterais aussi le Nevada où il est à 0,5 point d'avance. Excusez-moi de vous interrompre, mais ces cotes, qui sont des cotes de Paris, sont importantes parce que on n'a pas de meilleurs chiffres en matière. C'est plus précis que les sondages? Non, c'est simplement une agrégation. C'est un phénomène assez nouveau qui avait été lancé d'ailleurs au moment de la campagne de 2016. Et le principal acteur de ces espèces de codes de paris, de ces agrégations en fait de sondages, ça avait été le phénomène Nate Silver en 2016. Alors je rappellerai quand même que le matin de l'élection présidentielle de 2016, Nate Silver donnait à peu près, je crois, 83% de chance à Hillary Clinton de remporter l'élection. Donc on voit que ces agrégateurs de sondages en même temps ont
depuis l'irruption du phénomène Trump dans la vie politique, ont constamment sous-estimé les performances de Trump le jour du vote. Donc là, pour la première fois, lorsqu'on voit Trump a 56,5% de chances de remporter l'élection dans 3 semaines, il est à son plus haut depuis, mais de toute son existence. Lorsque je donne en revanche les résultats lorsque je donne les points par état clé, là on est dans une moyenne en fait de tous les sondages qui sont réalisés. C'est un petit peu différent du betting odds. Donc encore une fois, Trump est à son plus haut niveau dans les états clés. Et c'est d'autant plus important si on se réfère au comparatif entre les moyennes de sondage entre 2024, 2020 et 2016, puisque là on voit encore une fois combien la campagne de Harris est fragile par rapport à celle de Biden en 2020 et celle de Hillary Clinton en 2016. Juste pour donner quelques chiffres. Dans le Wisconsin, donc je disais que Harris, dans les moyennes de sondage, est à plus 0,3. En 2020, Biden était à 6,3 points d'avance. En 2016, Hillary Clinton était à 6 points d'avance. Ça, c'est juste pour le Wisconsin. Pour la Pennsylvanie, Trump est aujourd'hui à 0,3 points. En 2020, Biden était à 5,6 points d'avance et Hillary Clinton était à plus 7. Dans l'Ohio, qui est plus un État clé puisqu'il est considéré comme un État solidement dans la colonne rouge, Trump est aujourd'hui à 7,4%. En 2020, je rappellerai quand même que Biden était à plus 0,5% le même jour, avec la même distance vis-à-vis de l'échéance de l'élection. En Ohio, en 2016, Hillary Clinton était à plus 0,8%. Maintenant, si on prend le Michigan, là, ça devient très très intéressant, puisque Trump est aujourd'hui à plus 1. Et alors que Biden était à 7,2 points d'avance et Clinton était à 11,4 points d'avance. Je rappellerai que Clinton a perdu le Michigan en 2016. Donc Biden l'a remporté en 2020. Bon, même chose, j'en passe et des meilleurs sur l'Arizona, sur le Nevada, sur la Caroline du Nord, on voit les mêmes phénomènes, ou même sur la Floride. Je rappellerai quand même que la Floride, qui est aussi un État solidement dans la colonne rouge aujourd'hui, où Trump a une avance de 6,1% dans les moyennes de sondage aujourd'hui, Biden, à la même époque, il y a 4 ans, avait 1,4% de points d'avance sur Trump. En Floride, et Hillary Clinton avait 3,5% de points d'avance, 3,5 points d'avance sur Trump en 2016. Donc on voit que Trump est en tout cas dans les sondages tels qu'ils sont publiés, et dans les sondages qui sont offerts à la consommation du public. Je parle pas des sondages internes. Vous avez une très très nette une performance de Trump qui est inégalée dans l'histoire de Trump. J'ajouterais à ça que il y a un autre chiffre qui donne de l'inquiétude aux démocrates, c'est que pour la première fois depuis 1984. Et 1984, je rappelle, c'est quand même le grand chelem de Reagan contre Walter Mondale à l'élection présidentielle de 1984, où il remportait 48 États sur 50. Et pour la première fois depuis 1984, davantage d'Américains s'identifient en fait comme républicains plutôt que comme démocrates. C'est la première fois depuis 84. Donc c'est très 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 important. Et j'ajouterais à ça que si on compare les campagnes d'Harris et de Biden en 2020, pour autant qu'on puisse faire confiance aux résultats finaux de 2020, il y avait quand même il y avait en 2020, je dirais, un semblant de crédibilité à une victoire de Biden dans les élections de 2020, ce qui ici est complètement hypothéqué. Et je rappellerai quand même le service que Biden a rendu au Parti démocrate par rapport à Harris, c'est qu'en fait Biden a remporté l'élection de 2020
encore une fois, si tant est que les chiffres soient fiables, mais je pense que en l'occurrence, les tendances étaient là, parce qu'il avait réussi à regagner à peu près 6 points à Trump auprès des hommes blancs. Donc, ce sont les hommes blancs qui ont scellé l'élection de Joe Biden contre Donald Trump en 2020. Or, là, on voit très très bien que non seulement Trump a regagné l'avance qu'il avait acquise en 2016 vis-à-vis de Hillary Clinton, mais qu'il l'a amplifié. Et en plus, qu'il l'a amplifié dans tous les secteurs. Dans tous les segments de la population qui sont en train d'être perdus pour le camp démocrate, notamment auprès de la population des latinos, auprès de la population des noirs. Trump en fait a les chiffres, a les performances d'un candidat républicain les plus élevés depuis les années 60. C'est assez auprès de la population noire. Donc il est, et ça fait longtemps que je le dis, il est matériellement impossible que Kamala Harris remporte cette élection dans un peu plus de 3 semaines. Si elle le fait... Alors je suis extrêmement déçu parce que moi j'ai toujours pas vu la surprise d'octobre. Ah, la surprise d'octobre. La surprise d'octobre, je serais tenté de dire que c'est Kamala. Tout simplement, c'est Kamala dans toute sa splendeur. Et en fait, si on voit très très bien pourquoi, plus encore d'ailleurs que les sondages, l'indication de la panique qui a saisi le camp démocrate, c'est le complet changement de stratégie de la campagne de Kamala Harris, où je rappellerai que on avait essayé de reprendre en fait la même stratégie gagnante que celle de Biden en 2020, c'est-à-dire de cacher le candidat, de ne le faire intervenir que lors d'événements qui sont scriptés, le Kamala Harris lisait un discours devant un téléprompteur. Et là, cette fois-ci, tout d'un coup, alors qu'elle avait accordé simplement 2 entretiens en à peu près 2 mois, un à CNN, sur CNN, et encore, elle était flanquée de son colistier. Donc en fait, si on fait l'interview totale sur CNN par Dana Bash, en fait, faisait 17 minutes. Et si on prend le temps de parole de Kamala Harris dans cette interview, c'est réduit à peu près à 5 minutes compte tenu de la présence de Tim Walz et des questions des intervieweurs. Ensuite, il y a eu l'interview softball par Oprah, dont d'ailleurs un certain nombre de commentateurs ont dit qu'elle s'en était très très mal sortie. Et puis là, tout d'un coup, en l'espace de 10 jours, vous avez Kamala Harris qui fait vraiment le grand chelem des interviews. Elle va sur 60 Minutes, elle fait un town hall sur Univision, elle va sur le podcast Call Her Daddy, qui est une espèce de podcast parlant de sexe d'une bimbo assez populaire, faut quand même bien le dire. Elle est interviewée par Howard Stern, qui s'auto-parodie en se transformant en propagandiste. Elle est interviewée par l'humoriste Stephen Colbert, qui est plus drôle du tout depuis qu'il fait lui aussi de la propagande. Elle va dans une émission The View, qui est une émission pour les femmes en fait, avec uniquement des présentatrices femmes qui comprennent pour les auditeurs français parmi les plus connus des intervieweurs de The View, c'est Whoopi Goldberg. Et vous avez aussi l'intervieweuse, une journaliste qui s'appelle Joy Behar, qui est vraiment une caricature de journaliste mainstream américaine. Et alors, non seulement ces interviews sont mal soldées pour Kamala Harris, qui tout d'un coup se révèle. Alors on voit plusieurs choses qui sortent de ces interviews. D'abord, on voit la première chose qui en ressort, c'est rien, puisqu'elle ne dit rien. C'est rien d'intéressant. Elle ne veut prendre position sur rien du tout. Mais malgré ces interviews, elle arrive quand même à faire des gaffes absolument extraordinaires, notamment lorsque on lui pose une question sur
ce qu'elle changerait, se présente quand même comme la candidate du changement par rapport à l'administration Biden. Et lorsque dans The View, on lui pose une question quand même toute faite, assez attendue, assez facile, qui est qu'est-ce que vous changeriez à ce qu'a fait l'administration Biden au cours des 4 années précédentes, elle répond rien. Et c'est tellement une gaffe que Trump a récupéré en fait cette interview, l'a diffusée dans une publicité de campagne presque en intégralité. Vous avez aussi d'autres questions lorsque sur 60 Minutes, et je reviendrai quand même à ce qui s'est passé à propos de l'interview de 60 Minutes, on lui demande est-ce que la démocratie est mieux servie maintenant que Biden s'est retiré et vous a offert la nomination sur un plateau. Elle répond des gens très puissants m'ont choisi et me soutiennent. Donc c'est vraiment, et on voit Kamala dans toute sa splendeur. J'ajouterais à ça le town hall sur Univision, dont l'organisation là aussi. Ou alors ouais, attendez, juste un instant. Alors qu'est-ce que c'est que les town halls? Les town halls, ce sont des émissions plus des sortes d'interviews plus participatives lorsque vous avez des membres du public qui viennent poser des questions. Donc, lorsque ça s'est vu d'ailleurs maintenant, ça se développe aussi en France dans le cadre des campagnes électorales. Lorsque vous avez à la base, c'est tout simplement des réunions dans des mairies, quoi. À la base, le town hall, oui, c'est tout simplement une réunion politique de citoyens qui viennent s'exprimer autour d'une échéance électorale notamment. Mais ça peut être autour d'une question importante les town halls, n'est-ce pas aussi la manière, ou plutôt surtout la manière dont les élus fédéraux viennent rendre compte à leurs électeurs? Oui, c'est une manière dont les élus, mais à n'importe quel échelon en fait de la politique américaine, viennent rendre compte à leurs électeurs. Ce sont des réunions entre les élus, les représentants du peuple et le peuple. Donc c'est un accès direct du peuple à leurs représentants. Façon de leur poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé sur Univision d'abord? Oui, attendez, je vous coupe encore. Alors Univision, faut préciser que c'est une chaîne de télévision de langue espagnole, donc qui est la plus regardée par les latinos aux États-Unis. On est d'accord? Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur Univision? D'abord, on a vu, il y a eu tout un certain nombre de nouvelles concernant l'organisation du Town Hall d'Univision, où on a vu que les gens qui avaient été on a empêché l'accès à un certain nombre de personnes qui étaient pressenties pour poser des questions et qui ont été remplacées par des gens qui avaient été validés par la campagne de Kamala Harris. Donc comme Town Hall, on fait mieux dans la spontanéité, mais quand même il est au travers de ça, Kamala a réussi en fait à se prendre les pieds dans le filet, notamment à la réponse, à la question qui lui était posée par un des citoyens américains présents, par un des membres du public, qui lui disait écoutez, j'ai pas été très très satisfait de la façon dont vous avez été nommée candidate du parti démocrate. Je trouve pas ça très très démocratique. Et qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Et réponse de Kamala Harris, bon, ça se refait pas, c'est extraordinaire. J'ai obtenu le soutien de Dick Cheney. What? Elle a dit ça? J'ai été nommé donc sans passer par les primaires, candidate à la présidence par le Parti démocrate parce que j'ai obtenu le soutien de Dick Cheney. Et ça rejoint la réponse. Mais elle est bourrée, elle est saoule en permanence cette femme. Cette femme, c'est pas possible. C'est ce qui transparaît de façon de plus en plus clairement, ce qui est dit en tout cas de plus en plus abondamment sur le fait qu'elle boive. Bon, ça c'est mais vous aviez donc, c'est très intéressant cette réponse parce que encore une fois, ça répond tout à fait à la question qui lui était posée sur le fait que est-ce que la démocratie est mieux servie maintenant, donc sur CBS, sur 60 Minutes, est-ce que la démocratie est mieux servie maintenant que Biden s'est retiré et vous a offert la nomination sur un plateau? Alors, quand elle répond, mais dites-moi, la machine s'enraye là, complètement. Là, la machine s'enraye complètement. Donc, et non seulement elle s'enraye, mais
ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les médias mainstream, les médias corporate, sont en train de se dissocier. Les médias de ne pas vouloir porter le chapeau une seconde fois des mensonges éhontés du Parti démocrate. Je rappellerai quand même qu'ils ont porté le chapeau, ils ont porté le fardeau d'avoir à mentir éhontément pendant 4 ans sur les capacités cognitives de Biden. Ça s'est quand même effondré. Et ça restera comme vraiment un événement majeur dans la dissociation, dans la perte de confiance du public vis-à-vis des médias, la défenestration en direct, le suicide en direct de Biden lors du débat du 27 juin de cette année contre Trump. Et là, cette fois-ci, on a essayé de remettre le couvert avec Kamala Harris en vendant une candidate extrêmement médiocre, d'une médiocrité jamais atteinte dans l'histoire de la politique américaine, en disant qu'elle était la nouvelle incarnation d'Obama. En essayant de faire passer Kamala Harris sur une campagne faite de vibes, sur une campagne faite mais attendez, là, je vous vois venir. Vous êtes sexiste et raciste, hein. Ça va pas se passer comme ça, Renaud, hein. C'est une femme noire, qui d'ailleurs n'est pas noire, puisqu'elle est métisse, elle est même pas afro-américaine, d'ailleurs. Donc c'est quand même assez... c'est attention, Renaud, hein, je vous surveille, hein. Qui était encore une fois d'ailleurs un piège dans lequel Obama avait très très bien réussi à sortir en 2008 lorsque la campagne d'Hillary Clinton, je sais pas si vous vous rappelez, mais il avait supputé que Obama n'était pas un véritable Africain mais afro-américain, était pas étant noir par un père kényan, etc. Donc là, elle tombe dans ce piège. Afro-américain, c'est avant tout une culture, quoi. C'est pas du tout, c'est pas forcément. Vous avez des gens dont les parents sont pas des descendants d'esclaves, mais qui sont des Afro-américains parce qu'ils ont grandi, ils ont grandi dans cette culture qui est quand même bien spécifique. Là, c'est pas du tout le cas de Kamala Harris, hein. C'est même plus Oreo, comme on dit méchamment, elle est blanche, hein, tout simplement. Enfin, culturellement parlant, c'est l'intelligentsia académique, universitaire, blanche, hein, soyons clairs, hein. Ça a très bien, ça transparaît très clairement autour d'un événement, d'une anecdote qui s'est produite, qui concerne non pas Kamala Harris d'ailleurs, mais Obama. Lorsqu'Obama, qui d'ailleurs fait campagne pour Kamala Harris. Alors c'est vraiment lorsqu'on déploie Obama, c'est vraiment que la situation est désespérée pour le Parti démocrate. Or encore une fois, Obama n'est plus que l'ombre de lui-même. Et Obama s'est rendu dans un QG de campagne de Kamala Harris en Pennsylvanie. Et là, on a vu comme une sorte de dieu descendu de son Olympe, Obama vitupérer ses frères noirs pour leur manque d'enthousiasme vis-à-vis de Kamala Harris, en disant mais elle est comme vous, elle est de classe moyenne, en répétant le même slogan que Kamala sur son appartenance à la classe moyenne, etc. Moyenne, il n'y a rien de plus supérieur que Kamala Harris. Exactement. Donc elle est allée à l'université comme vous. C'est quand même. En Pennsylvanie. et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on voyait en fait la tension dans ce QG de campagne. On voyait ces jeunes noirs qui vraiment l'écoutaient avec intérêt, attendaient le moment où il allait les convaincre, et ce moment n'est jamais venu. Et c'est tout à fait étonnant, parce qu'en fait, on a connu quand même Obama beaucoup plus habile dans ses qualités d'orateur et de battleur de campagne. Et là, on voit très bien que ça ne prend absolument pas. Donc là, et le principal danger qui menace effectivement Kamala Harris, c'est que la population noire, contrairement à ce qu'avait réussi à faire Obama en 2008, n'identifie pas Kamala Harris comme l'une des leurs.
Et c'est là-dessus que Obama, encore une fois, comme un dieu descendu de son Olympe, en l'occurrence c'est Martha's Vineyard, et pressé d'y retourner, vient vitupérer et admonester ses frères noirs pour leur péché consiste à ne pas précisément identifier Kamala Harris comme une des leurs. Donc c'est tout à fait étonnant. On voit tout ça explique très très bien en même temps pourquoi Trump fait des performances auprès de la population noire inégalées pour un candidat républicain depuis les années 60. Et ils sont pas non plus en train d'essayer de nous ressortir de la désinformation avec les ouragans, par hasard? Ah ben là c'est là que maintenant c'est là que voit très très bien quelle peut être la réponse de la machine. Quand je parle de la machine, d'ailleurs, ce qu'on a bien vu, c'est que la machine, c'est la capacité de vendre du rien. C'est cette espèce de technocratie qui est complètement déconnectée du monde, qui voit dans toutes les questions uniquement un réglage technique. En fait, vous avez quelqu'un a comparé les stratégistes et les journalistes associés au Parti démocrate comme des gens qui font partie qui seraient des espèces de mixeurs, qui ont une sorte de table de mixage, et là on va augmenter les aigus ici, les graves ici, et puis tout ça va très très bien passer. On arrive à manipuler le public, et puis donc là on voit très très bien que la machine est en train de s'enrayer. Ils avaient réussi à la surprise générale à faire passer un candidat complètement sénile en 2020 de manière assez crédible malgré la fraude. On saura jamais en fait si la fraude aux élections de 2020, parce qu'il y a eu de la fraude, il y a eu des manipulations, il y a des modifications essentielles de la façon dont les gens vote aux États-Unis, à commencer par l'institution du vote par correspondance et d'une saison électorale qui permet à des gens de voter à peu près 6 semaines à l'avance. Tout ça a été complètement unique, mais on ne saura jamais en fait si cette fraude a été décisive dans l'élection de Biden. En l'occurrence, ce qui est le cas, c'est que si jamais Kamala Harris remporte cette élection, là on saura que la fraude a été décisive. Donc là, on est au-dessus de ce qui est considéré comme la marge en fait de la tricherie ou la marge de fraude. Donc je pense que le Parti démocrate et les médias mainstream ont accepté l'issue que Trump soit président. Et maintenant, pour la réponse de la machine, on a très très bien vu à quoi se raccroche la machine à chaque fois qu'elle est prise en défaut, au complexe de lutte contre la désinformation, et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est la façon dont c'est venu à partir de la couverture des ouragans. On a vu un certain nombre de représentants du Parti démocrate s'exprimer à l'occasion de la couverture des ouragans, qui, encore une fois, compte tenu de la mauvaise réponse de l'administration Biden et les critiques qui lui sont adressées, est quelque chose qui handicape encore une fois le camp démocrate. Et on a vu un certain nombre de représentants démocrates dire il faut absolument que les plateformes de réseaux sociaux viennent censurer la désinformation en matière de réponse concernant la réponse aux ouragans Hélène et Milton, de manière à mieux présenter en fait la réponse de l'administration Biden. Donc on voit une politisation du discours autour de l'ouragan et la réponse à l'ouragan, politisation qu'alimente d'ailleurs en plus Kamala Harris avec son fiasco en essayant d'avoir au téléphone DeSantis, le gouverneur de Floride, qui a refusé de lui parler, puis ensuite d'aller se plaindre que DeSantis politise la couverture de l'ouragan avec Joe Biden qui se venge à cette occasion, non?
et Joe Biden qui en profite pour se venger, pour jeter Kamala sous les roues du bus, en disant mais moi je travaille très très bien avec les gouverneurs républicains des régions affectées par les ouragans. Donc on a eu aussi la révélation en fait d'un conflit très profond, d'une tension très 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 profonde entre les campagnes de Clinton, décidément les campagnes d'Harris et l'administration Biden et le clan Biden. Donc réponse de la machine, encore une fois, toujours le retour au complexe de désinformation. Quelque chose de plus inquiétant quand même que je voudrais mentionner, qui est sorti, qui a été révélé par le Ron Paul Institute dans le cadre de l'émission quotidienne de Ron Paul, sur une directive du département de la Défense qui autorise pour la première fois à un peu moins de 3 semaines des élections, l'utilisation de la force létale par les forces armées américaines sur le sol américain. Je voudrais être un instant là. Ça veut dire que le Pentagone vient de donner le feu vert pour que l'armée américaine tire sur le peuple américain aux États-Unis ? Exactement. Justification lorsque dans le cadre de graves troubles sociaux. Encore une fois, nous retrouvons cette fois-ci de façon encore plus sinistre, puisque là, elle vient d'une administration impersonnelle et pas simplement d'une personnalité comme John Kerry ou comme Hillary Clinton. On voit la prévision que l'élection va ouvrir de très graves troubles sociaux qui pourraient nécessiter l'intervention des forces armées. Et pour la première fois, 3 semaines avant cette échéance considérée comme l'issue d'un conflit cosmique comme jamais la République américaine n'en a connu, on autorise les forces armées à avoir recours dans le cas d'une réponse à des troubles sociaux sur le territoire américain contre des citoyens américains. C'est d'une gravité inégalée. C'est particulièrement sinistre. Et venant s'ajouter aux déclarations de gens comme Hillary Clinton, ça c'est la confirmation. Walter Kern le fait sous un ton badin. C'est la confirmation des pires craintes de Walter Kern lorsqu'il dit depuis déjà à peu près une année que nous sommes sans doute à quelques mois des premiers assassinats par drone d'Américains sur le territoire américain. Donc, Kern disait souvent, on est sans doute à quelques mois du premier assassinat d'un Américain pour un mean tweet, pour un mauvais tweet. Donc, on voit se profiler des choses qui sont tout à fait sinistres et encore une fois qui confirment certain nombre de déclarations. Je pense notamment à celle d'Hillary Clinton, mais vous avez aussi celle de Jamie Raskin, selon lesquelles les choses ne se passeront pas bien. Donc la dernière des choses auxquelles on est en droit auxquelles on pourrait assister, ça peut être défait par l'issue de l'élection, par les chiffres bruts de l'élection. Ce serait une contestation. Et ça, j'en ai parlé plusieurs fois, ce serait une contestation de la légitimité du collège électoral pour décider du vainqueur de l'élection présidentielle, pour lui substituer le vote populaire. Mais en l'occurrence, il y a des signes avant-coureurs et notamment le fait, par exemple, que Donald Trump fait campagne dans des États solidement arrimés dans la colonne bleue, donc dans la colonne démocrate, qui font penser que Donald Trump a en fait une chance pour la première fois dans plusieurs décennies, puisque je crois que le dernier candidat républicain à avoir remporté le vote populaire était George Bush le père. Et George Bush, non pardon, c'était George Bush W. Bush en 2004. Mais pour la première fois, on risque de voir Trump, un candidat républicain, remporter le vote populaire. Ce qui là couperait l'herbe sous le pied
aux démocrates dans la contestation de la légitimité du collège électoral. Donc c'est vraiment quand même des manœuvres assez graves, assez lourdes qui sont en train de se produire. The French invaders